Vous regardez Tokomu AP Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition vespérale. Les forces armées de la République démocratique du Congo accusent les terroristes rwandais de violer la trêve humanitaire pourtant acceptée par Kinshasa et Kigali. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 11 juillet, l'armée congolaise fustige l'attitude belliqueuse du Rwanda de vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces. Suivez. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse légendaire à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Et puisqu'on parle de forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur Zedam, sachez que le chef d'état-major congolaise, Christian Ochiwewe Chongesha, a condamné l'agression rwandaise et la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo. Il l'a fait lors de la clôture de la 4e promotion de l'école de guerre qui s'est tenue dans la capitale congolaise. Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, cet engagement, ici les lieux de m'adresser aux récipiendaires tant nationaux qu'internationaux, qu'après votre formation de ce niveau, comme Victor Hugo écrivit, je cite, « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Fin de citation. Vous êtes désormais appelés à compléter vos prédécesseurs, à renouer et à travailler adéquatement dans un environnement hostile et parfois dans des conditions très difficiles. Chacun de vous devra savoir que l'important n'est pas ce que le pays devra faire pour vous, plutôt ce que vous devrez faire pour le pays. Surtout dans cette période marquée par une agression injuste et barbare imposée à notre patrie par les Rwandais. Le retrait responsable de la MONUSCO en Ituri, ce sujet était au cœur des échanges entre le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, et les différentes couches de la population iturienne le mercredi 10 juillet 2024 à Bunia. Le numéro 1 des humanitaires en République démocratique du Congo appelle le gouvernement congolais à pérenniser les acquis de la MONUSCO qui est en sa phase de transition dans cette province sous état de siège.
Le retrait réussi de la MONUSCO en province de l'Ituri implique beaucoup de travail et de collaboration entre la mission onusienne et le gouvernement congolais ainsi que la société civile en cette période de sa transition. C'est dans cette optique que s'est tenue une importante réunion entre l'administration militaire et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC. Ici, il était question pour les parties prenantes d'analyser les tenants et aboutissants du dit processus conformément au cas spécifique de la province de l'Ituri, d'où les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, appellent les uns et les autres à prendre au sérieux cette épineuse question. Et c'est pourquoi je voudrais aussi insister sur la justice transitionnelle. Parce que la justice transitionnelle va nous permettre non seulement de parler de la réparation, mais surtout va nous permettre de parler de la réconciliation et du pardon. Et je voudrais insister sur ce point-là, parce que devant nous, nous avons les représentants de la population, nous avons les députés, nous avons la société civile. J'insiste beaucoup pour que chez nous les acteurs, c'est-à-dire nous les Congolais qui sommes ici, parlons de la paix, parlons de la réconciliation. Pour Bruno Le Marquis, le gouvernement de la République démocratique du Congo devra pérenniser les acquis de la MONUSCO. Vous le savez, le départ de la MONUSCO, c'est un processus graduel, responsable, organisé, mais, et c'est le but aussi de cette réunion, il faut tout faire pour se préparer en avance, pour que l'atterrissage se fasse le plus en douceur possible. Disons-le, le retrait réussi de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu devra servir d'exemple pour l'Ituri, une province sous état de siège où la MONUSCO travaille en étroite collaboration avec l'administration militaire pour restaurer la paix telle que voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons rester dans ce coin du pays. Le travail abattu par le gouvernement de l'État des sièges en Ituri sous la houlette du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni est de plus en plus palpable. À ces jours, plus de 8000 ménages ont déjà regagné le groupement des Kabarolé en chefferie de Bahema d'Irumu. Occasion pour le chef de cette entité coutumière de plaider pour une assistance humanitaire en faveur de s'y retourner. La stabilité de la situation sécuritaire dans le groupement Kabarolé en chefferie des Bahema d'Irumu par les forces armées de la République démocratique du Congo a permis à 8476 ménages de retourner dans cette partie du territoire d'Irumu. L'assistance humanitaire à vivre, non-vivre s'avère nécessaire pour se retourner, indique le chef de ce groupement, Sa Majesté Ndolelire David. Na nini juu habana usaidizi juu, kwa kweli ilikuwa naomba wawasaidie ngambo ya mabasi na wengine wanakosa mwaye. Ona watu wengi walipoteza mavitu yao, namna deku balirudia habakupata hata msaada yenyewe naweza kuwasaidia, namna gisi wengi walipoteza mavitu yao. Sisi tulikuwa naomba waweze kuwasaidia kama watu wenyewe walirudia kwa makao yao, wengine walipoteza manyumba, waweze kuwasaidia mimi na manjanja ingiwezekana, na namna gisi ya kuwasaidia na machakula ingine juu wengine wanateseka kweli, tangia wanarudia wako tu hali ile hivi. Par ailleurs, ce coutumier a exhorté à sa population de se donner dans l'agriculture et de cultiver l'amour afin de booster le développement de cette entité. Message yenyewe naomba kwa raia wangu wa Kabarole wajikaze na kazi ya mlimo. Kazi ya mlimo, hata wale wa maonyesho mbalimbali wanaweza kuwasaidia hata na majembe na kila kitu, na mbegu. Wao wakazane na mlimo, mnadhani maisha karibia nafasi yake. Wale wenye kufuga vile tunashukuru Mungu, ufugo uko na wengine wanaanza fika na ufugo yao. Kwa ile ndio tunashukuru wa viongozi wetu wa gouvernement yetu ya provinciale na nationale na administrateur kazi anafanya na équipe ya. Signalons que cette partie d'Irumu était instable avant l'instauration de l'état des sièges et grâce aux deux approches militaires et non militaires prônées par le gouverneur et commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, l'espoir est planté dans le cœur de la population.
Et puisqu'on parle de population de l'Est en déplacement, mesdames et messieurs, sachez qu'en marge de la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque année, les étudiants congolais approchés par nos reporters au sein de l'université de Kinshasa ont saisi l'aubaine pour interpeller le monde entier sur la situation de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, victime des atrocités causées par les conflits armés. De 1989 à 2024, aujourd'hui 35 ans depuis que le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement a décidé de la célébration de la Journée mondiale de la population le 11 juillet de chaque année. L'objectif est d'attirer l'attention sur l'urgence et l'importance de problèmes démographiques, aussi et pour renforcer la sensibilisation aux problèmes de population. Dans les rues de Kinshasa, troisième capitale la plus peuplée de l'Afrique, certains Kinois en ignorent encore l'importance. Cependant, quelques étudiants de l'université de Kinshasa abordés par nos reporters sont prévenus sur les raisons ayant influencé l'instauration de cette commémoration, lesquelles jouent un rôle crucial dans le développement des nations. Cette journée met en avant-plan l'égalité des genres, par exemple. Elle met en avant-plan le développement de l'homme dans son intégralité. Et je pense que s'y intéresser, c'est une façon pour nous, hommes, de contribuer en tout cas au développement de ce monde. D'autres ont saisi l'aubaine pour interpeller le monde entier sur le vécu quotidien de la population de l'Est de la République démocratique du Congo, victime de conflits armés, tout en appelant au respect et à la dignité de la vie humaine. Je voudrais spécifiquement parler de la population en guerre, la population qui se déplace au jour le jour, la population qui est en carence de paix, de joie, de stabilité familiale. Je pense à la population de l'Est. Si l'humanité peut penser à cette population, à la population qui souffre, qui est à la quête de la paix, alors oui, je suis convaincu, cette journée aura des sens. C'est un appel que je lance, un appel de paix, un appel de respect de la dignité humaine à travers la population qui est à travers le monde, la population de l'Ukraine, la population de l'Est, de la République démocratique du Congo, mon pays. Eh bien, cette journée doit revoir, alors bien revoir sa vision et considérer que toute la population du monde mérite le respect. Aujourd'hui, la population du monde est confrontée à plusieurs problèmes, dont la croissance démographique rapide engendrée par le taux de fécondité très élevé et durable, la pauvreté et l'inégalité, aussi faible accès à l'éducation de base et les problèmes de guerre. On va changer de registre à présent pour parler de la justice. Le ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a eu ce jeudi 11 juillet 2024 une séance de travail avec la délégation de l'unité inter-service de collaboration en matière d'enquête et de poursuite liées au blanchiment de capitaux. Le patron de la justice congolaise a instruit le représentant de ces services de faire appliquer des mesures coercitives contre les auteurs des dérives financières. Dans sa lutte à mettre un terme à la criminalité financière en République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a eu une séance de travail avec la délégation de l'UNICEF, entendez, Unité Interservice de collaboration en matière d'enquête et des poursuites liées au blanchissement des capitaux. Ayant constaté la carence des sanctions contre les auteurs des dérives financières, le ministre Constant Mutamba a intimé l'ordre à ses personnalités d'appliquer des mesures coercitives contre toute personne impliquée dans le détournement des deniers publics. Nous venons d'avoir une séance de travail avec son Excellence, M. le ministre d'État Constant Mutamba, autour de l'UNICEF, qui réunit tous les services qui concourent à la lutte contre la criminalité financière. Alors, parmi les faiblesses qu'on a retenues, il y a l'absence de condamnation et de confiscation lorsque certains crimes financiers sont commis. C'est ainsi que le ministre a réuni les différents services pour leur dire que désormais,
les confiscations et les condamnations doivent être la priorité lorsqu'on mène une investigation financière. Notons que le patron de la justice promet de rencontrer chaque service à l'instar de l'IGF, de la DGI, ce dans l'optique de renforcer la lutte contre la criminalité financière. Vous le savez déjà, l'artiste musicien Koffi Olomide a été invité ce jeudi 11 juillet 2024 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour avoir tenu de propos désobligeants le week-end dernier sur un plateau de télévision contre les forces armées de la RDC. L'artiste musicien Antoine Agwepa a reconnu qu'il ne devrait pas aller si loin dans ses propos. Accompagné de sa fille, l'artiste musicien et ambassadeur de la culture congolaise, Koffi Olomide, s'est présenté ce jeudi 10 juillet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication pour répondre à la convocation lui est adressée. Au sortir de cette audience, le Grand Mopao a salué le travail du CESAC tout en précisant que la convocation avait plutôt un caractère pédagogique. Je voulais, d'entrer en matière, dire bravo au CESAC. Dire bravo à son président, M. Bossende. J'ai vu la courtoisie, j'ai vu le respect de l'homme. J'ai retenu que le chanteur Koffi Olomide est aussi l'ambassadeur de la culture du pays. À ce titre, il devrait peut-être distiller un peu plus de diplomatie dans son discours, même si ce qu'il dit est vrai et fondé. Donc, j'ai retenu cela. Reproché pour avoir tenu de propos jugés dénigrants à l'égard des troupes des FARDC, l'artiste Koffi Olomide a remercié toutes les personnes qui l'ont accompagné, notamment sa fille biologique. Qui est venu au secours de son papa, mais il n'y avait pas besoin. Et puis réagissons à propos de cette convocation de l'artiste musicien Koffi Olomide. Prince Epenge, cadre de la MOCA, qualifie cela d'une dérive autoritaire. Pour cet opposant congolais, le CESAC ne pouvait pas convoquer un citoyen congolais pour avoir exprimé son opinion. Dérive autoritaire. On ne peut pas convoquer un citoyen congolais parce qu'il a exprimé une opinion. C'est son droit. N'oubliez pas que Koffi, avant d'être un artiste, c'est un Congolais. Et il a le droit de donner son opinion. Mais aussi, un leader, il fait partie de l'élite musicale. Donc, à ce sens, il a encore un rôle beaucoup plus important que n'importe qui pour dire quand les choses marchent bien ou quand elles ne marchent pas bien. Mais au fond, Koffi n'a fait que dire la vérité. Koffi a dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Il n'a fait que dénoncer l'absence de clarté dans la politique sécurité de M. Félix Tshisekedi. Il a dénoncé le fait qu'on ne sait pas où on va. Ça fait 2 ans que Bunagana est occupé. On nous dit que l'armée monte en puissance. Mais pourquoi on ne récupère pas Bunagana? À ce jour, nous sommes à 4 territoires déjà qui sont passés sous pavillon rwandais. Et Koffi constate que jusque-là, l'armée congolaise n'est pas en mesure de récupérer ces territoires. Est-ce qu'il a menti? Koffi constate que les militaires vont au front avec des motos. Ça veut dire qu'avec beaucoup de difficultés. Koffi constate que, en faisant d'ailleurs l'analyse comparée, que le président ukrainien est en tenue militaire depuis plus de 2 ans et que Félix Tshisekedi est en cravate, costume, va dans les fêtes et dans les matangas. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc ce sont des constats, ce sont des faits. Maintenant, peut-être qu'il a manqué sur le plan de la forme. Parce que bon, n'oublions pas que c'est un artiste, c'est un showman. Et il n'a pas choisi bien les mots pour dire les choses qui du reste sont vraies. Bon, maintenant, aller jusqu'à suspendre les journalistes, suspendre l'émission, convoquer les journalistes, et là vous m'apprenez que convoquer encore l'artiste, ça c'est de la dérive autoritaire. Ce sont des pratiques kabylistes qu'on ne peut plus admettre dans une démocratie. Mais toute proportion gardée, Koffi n'a fait que dire la vérité si c'est que c'est passé ou c'est que c'est passé les terrains. Ce que nous voulons, c'est que l'armée ait plus de moyens. En fait, Koffi fait un plaidoyer pour qu'on donne plus de moyens matériels, plus de moyens financiers et surtout qu'on ait une politique, une stratégie de défense très claire
Combien de fois n'avons-nous pas vu des militaires qui disent qu'ils n'ont pas mangé pendant des jours? Où est-ce que vous trouvez normal pour une armée qui se bat contre un ennemi qui veut décapiter le Congo et que les militaires congolais ne mangent pas? Kofi constate que nous sommes beaucoup plus nombreux que ces gens-là. Et pourquoi chaque fois c'est nous qui reculons et c'est eux qui avancent? Donc c'est un constant. Et ce n'est pas que je soutiens Kofi, mais je constate que Kofi est dans les faits. Et les faits sont petits. Vous le dites que les faits sont sacrés. Donc il faut respecter les faits, tout en disant qu'il a interpellé. Maintenant, aux politiques de jouer le rôle pour donner les moyens suffisants. Et puis la signature de validation du procès verbal de la réunion du 24 juin dernier entre le banc syndical de l'ONATRA et le groupement Matadi. Corridon terminaux containers sur la mise en concession du port de Matadi a bel et bien eu lieu le mercredi 10 juillet. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre en charge de transport, voie des communications et désenclavement, Jean-Pierre Bimba Gombo. Nous sommes très contents parce que c'était sous la médiation du vice-premier ministre, ministre des Transports, et si les chefs de l'État pour trouver une solution concernant la modernisation d'une partie du port de Matadi, c'est-à-dire la partie TCM, et les exceptions soulevées par les bas syndicales. Et par rapport à cette modernisation, le gouvernement a pris à compte, c'est-à-dire que les 4 payent d'ici le 27 et concernant la réformulation des contrats et d'autres exceptions soulevées par nous, c'est pris à compte. Donc nous venons tout de suite là de signer un protocole d'accord gagnant-gagnant pour toutes les parties. Donc nous sommes très contents et par rapport à ça, nous remercions sincèrement la volonté qui anime le chef de l'État, aussi le vice-premier ministre qui a accepté de présider cette réunion plus de 10 heures du temps. Donc voilà, nous sommes là, nous venons tous de signer et je rassure à tous les travailleurs que nous sommes partis gagnants. Donc il n'y a pas à perdre et puis il n'y a pas à craindre, c'est ça. Merci beaucoup, c'était très long. Comme vous avez remarqué, depuis ce matin 11 heures, il y avait des points de non-convergence entre la partie qui va prendre le terminal à conteneurs de Matadi et nos partenaires sociaux qui sont les syndicalistes qui défendent les intérêts des travailleurs. Et là, on voulait assurer tout le monde que cette collaboration qui va s'installer entre le NATRA et les MSD ne puisse pas aller en défaveur de la population congolaise. Et tous ces points de non-convergence ont été élagués et toutes les parties ont signé. Et désormais, la voie est ouverte pour que nous puissions descendre sur les terminales, mais il reste que des réalisations pour la garantie de découvrir le fonds social ou la charge sociale de l'ONATRA et aussi les engagements des partenaires à couvrir certains préalables, notamment la prise en compte des retraités, la prise en compte des salaires et la garantie plutôt des carrières des gens. Satisfait dans la mesure où ça va apporter un plus dans la modernisation de notre port. Vous savez que notre port est totalement amorti depuis longtemps. On n'a pas modernisé le type de production. Et aujourd'hui, le gage, la continuité de la vie de l'entreprise en dépend. Donc, dans ce sens-là, nous sommes satisfaits. Oui, je suis satisfait. Nous sommes venus aujourd'hui pour répondre à une invitation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports et des Voies de Communication et de Désenclavement. Et nos échanges ont porté sur la mise en œuvre de l'accord de concession, de l'accord de concession pour l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal de Matadi. Au cours de cette réunion, MCTC a eu l'occasion de réaffirmer son engagement à respecter les lois et les règles en vigueur en RDC et à
réaffirmer son engagement à accompagner le gouvernement dans sa politique sociale en ce qui concerne les entreprises publiques. Pour être plus précis, donc, nous avons réaffirmé nos engagements vis-à-vis des préoccupations du banc syndical de l'ONATRA. Et nous avons eu aujourd'hui effectivement des échanges très fructueux qui nous permettent d'avancer de manière significative dans la mise en œuvre de cet accord de concession. Au cours de Obtenir la revanche du sol sur le sous-sol, cette vision chère du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est aussi le cheval des batailles du ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture, Mutombo Mutchailo. C'est dans ces cadres qu'il a promis son accompagnement au collectif de gouverneurs du Grand Équateur pour le projet de développement dans les secteurs agricoles. Il a dit au cours de leur échange dans son cabinet de travail, c'était le mardi 9 juillet dernier. Les gouverneurs des provinces de l'Équateur, du Nord et Sud Ubangui, de la Mongala et de la Chuapa ont fait bloc pour la création d'un projet intégrant qui vise le développement local à la base et qui va jouer un rôle prédominant dans le domaine agricole. Ce projet a été présenté au ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mutchail Moutom, 24 heures après sa signature. Certainement. Nous sommes venus voir le ministre d'État et le ministre de l'Agriculture pour lui présenter le projet MAC, qui est un projet intégrant qui vient d'être signé il y a de cela 24 heures et qui présente en fait le collectif du gouverneur des Grands Équateurs, l'entreprise MAC avec les partenaires américains ainsi que le Fonds social et qui permet aujourd'hui un développement local à la base pour nos communautés rurales. Selon le coordinateur du collectif des gouverneurs du Grand Équateur, Malonzimba Mobutu, le ministre d'État a boosté activement cette initiative. Nous sommes absolument confiants. Nous avons été boostés par son activisme et aussi par le fait qu'il souhaite accompagner les provinces du Grand Équateur dans leur développement. L'accompagnement des gouverneurs du Grand Équateur en tant que projet pilote qui va à ce moment-là jouer un rôle prédominant dans le domaine agricole, de l'environnement et de l'économie sociale rurale, démontrer comme quoi la province du Grand Équateur dans son ensemble peut se regrouper ensemble pour pouvoir apporter un tant soit peu de soulagement à leur population locale. À noter que l'agriculture reste l'activité principale des ménages de l'Équateur avec les cultures du manioc, maïs, banane, plantain et autres. En société, les habitants de la commune de Selembao, précisément sur l'avenue Kintiala, au quartier Nkondé, se plaignent de coupures intempestives du courant électrique et les délestages accrus. Les câbles électriques, tous en lambeaux, pas de poteaux ni éclairage public. La population de ce coin de la capitale lance un SOS aux autorités compétentes. C'est un reportage signé Olivier Mbikaï et Ginette Matoko. Câbles électriques en lambeaux, pas de poteaux ni éclairage public. Cela reflète l'image des installations électriques de cet endroit. Là, nous sommes dans la commune de Selembao, précisément sur l'avenue Kintala, dans le quartier Kondé. La population vit à la merci de tous les dangers et risques d'électrocution par le fil non couvert. Les habitants de ces coins de la capitale se plaignent du manque de suivi par les agents qualifiés de la SNEL et demandent aux autorités compétentes de pouvoir user de leur bonne volonté pour diligenter une équipe pour le suivi de ces câbles électriques. Et comme si quoi nango makazi mais moko et comme donc kiti dans les vides en moko ni to za donc basinga courant pena to na bere basinga courant kita na se ya onde ça bien que ba courant pena et ça bien normal te to ça pena na éclairage public te za ngote biso koto éclairage wana za te mulili ba kunula ko ko ya koto ko ça ba désolé tina butu ko ça ba désolé na éclairage za malunga te difficulté to ça no ya ba câble po ba bon kita penda courant evanda kitoko mususu kumone neti boye kendeki awa eloko ezoboma biso courant toza na biso na courant pelaka nango mais ba câble eza mabe ekita ezoka donc toza na risque
mwana swati mukolo courant soki mbula soki beti ekoki kokangisa pe mutu akufi elo muso ezoboma biso a insécurité papa bakuluna bazouta esika na esika bayo bundela kana veni oyo donc ata tobengi la police dernièrement tobengi la police ya na beto ko bayebisi biso ke si balali donc insécurité vraiment. Craignant le danger d'être calciné par ces fils électriques, la population de cette partie de la ville de Kinshasa se trouve dans l'insécurité suite au manque d'éclairage public. Face à cette situation pitoyable, les autorités attitrées sont priées d'intervenir pour une solution idoine. Voilà, ce n'est complètement fini pour cette session d'information. Une édition chapeautée par Israël Malangou et Nathan Kilimba. Les tout sous la supervision de Grévis Tekilazaya. Merci à vous de nous avoir suivis.